20 000 lieues sous les mers, Jules Verne. Deuxième partie. Chapitre 19. Le Gulf Stream. Cette terrible scène du 20 avril, aucun de nous ne pourra jamais l'oublier. J'ai dit que le capitaine Nemo pleurait en regardant les flots. Sa douleur fut immense. C'était le second compagnon qu'il perdait depuis notre arrivée à bord. Et quelle mort! Cet ami, écrasé, étouffé, brisé par le formidable bras d'un poulpe, broyé sous ses mandibules de fer, ne devait pas reposer avec ses compagnons dans les paisibles eaux du cimetière de corail. Pour moi, au milieu de cette lutte, c'était ce cri de désespoir poussé par l'infortuné qui m'avait déchiré le cœur. Ce pauvre Français, oubliant son langage de convention, s'était repris à parler la langue de son pays et de sa mère pour jeter un suprême appel. Le capitaine Nemo rentra dans sa chambre et je ne le vis plus pendant quelque temps. Mais qu'il devait être triste, désespéré, irrésolu, si j'en jugeais par ce navire dont il était l'âme et qui recevait toutes ses impressions. Le Nautilus ne gardait plus de direction déterminée. Il allait, venait, flottait comme un cadavre au gré des lames. Son hélice avait été dégagée et cependant, il s'en servait à peine. Il naviguait au hasard. Il ne pouvait s'arracher du théâtre de sa dernière lutte, de cette mer qui avait dévoré l'un des siens. 10 jours se passèrent ainsi. Ce fut le 1er mai seulement que le Nautilus reprit franchement sa route au nord. Vers midi, j'étais sur la plateforme avec Conseil. Je lui faisais connaître les particularités relatives au Gulf Stream. Quand mon explication fut terminée, je l'invitai à plonger ses mains dans le courant. Conseil obéit et fut très étonné de n'éprouver aucune sensation de chaud ni de froid. Cela vient de ce que la température des eaux du Gulf Stream, en sortant du golfe du Mexique, est peu différente de celle du sang. Ce Gulf Stream est un vaste calorifère qui permet aux côtes d'Europe de se parer d'une éternelle verdure. Ce courant entraînait avec lui tout un monde d'êtres vivants. J'ajouterai que pendant la nuit, les eaux phosphorescentes du Gulf Stream rivalisaient avec l'éclat électrique de notre fanal, surtout par ces temps orageux qui nous menaçaient fréquemment. Le 8 mai, nous étions encore en travers du cap Hatteras, à la hauteur de la Caroline du Nord. Toute surveillance semblait bannie du bord. Je conviendrai que dans ces conditions, une évasion pouvait réussir. En effet, les rivages habités offraient partout de faciles refuges. On pouvait espérer d'être recueilli. C'était donc une occasion favorable, malgré les 30 000 qui séparaient le Nautilus des côtes de l'Union. Mais une circonstance fâcheuse contrariait absolument les projets du Canadien. Le temps était fort mauvais. Nous approchions de ces parages où les tempêtes sont fréquentes, de cette patrie des trombes et des cyclones, précisément engendrés par le courant du Gulf Stream. Affronter une mer souvent démontée sur un frêle canot, c'était courir à une perte certaine. Ned Land en convenait lui-même. Aussi rongeait-il son frein, pris d'une furieuse nostalgie que la fuite seule eût pu guérir. Monsieur, il faut que cela finisse. Je veux en avoir le cœur net. Votre Nemo s'écarte des terres et remonte vers le nord. Mais je vous le déclare, j'ai assez du pôle sud, et je ne le suivrai pas au pôle nord. Il faut parler au capitaine. Quand je songe qu'avant quelques jours, le Nautilus va se trouver à la hauteur de la Nouvelle-Écosse, et que là, vers Terre-Neuve, s'ouvre une large baie, et que dans cette baie se jette le Saint-Laurent, et que le Saint-Laurent, c'est mon fleuve à moi, le fleuve de Québec, ma ville natale. Quand je songe à cela, la fureur me monte au visage, mes cheveux se hérissent. Tenez, monsieur, je me jetterai plutôt à la mer. Je ne resterai pas ici, j'y étouffe. Le Canadien était évidemment à bout de patience. Véritablement, si ce brave garçon, au lieu de poumons, avait eu des branchies, je crois qu'il aurait fait un poisson distingué. Eh bien, monsieur,
Eh bien, Ned, vous voulez que je demande au capitaine Nemo quelles sont ses intentions à notre égard. Oui, monsieur. Et cela, quoiqu'il les ait déjà fait connaître. Oui, je désire être fixé une dernière fois. Parlez pour moi seul, en mon seul nom, si vous voulez. Mais je le rencontre rarement. Il m'évite même. C'est une raison de plus pour l'aller voir. Je l'interrogerai, Ned. Quand? Quand je le rencontrerai. Monsieur Aronnax, voulez-vous que j'aille le trouver, moi? Non, laissez-moi faire. Demain, Aujourd'hui. aujourd'hui, je le verrai. Je restai seul. Je rentrai dans ma chambre. De là, j'entendis marcher dans celle du capitaine Nemo. Il ne fallait pas laisser échapper cette occasion de le rencontrer. Je frappai à sa porte. Je n'obtins pas de réponse. Je frappai de nouveau, puis je tournai le bouton. La porte s'ouvrit. J'entrai. Le capitaine était là. Courbé sur sa table de travail, il ne m'avait pas entendu. Résolu à ne pas sortir sans l'avoir interrogé, je m'approchai de lui. Il releva la tête brusquement, fronça les sourcils et me dit d'un ton assez rude : « Vous ici? Que me voulez-vous? Vous parlez, capitaine. Mais je suis occupé, monsieur, je travaille. Cette liberté que je vous laisse de vous isoler, ne puis-je l'avoir pour moi? » La réception était peu encourageante, mais j'étais décidé à tout entendre pour tout répondre. Monsieur, j'ai à vous parler d'une affaire qu'il ne m'est pas permis de retarder. Laquelle, monsieur? Avez-vous fait quelque découverte qui m'est échappée? La mer vous a-t-elle livré de nouveaux secrets? Nous étions loin de compte. Mais avant que j'eusse répondu, me montrant un manuscrit ouvert sur sa table, il me dit d'un ton plus grave : « Voici, monsieur Aronnax, un manuscrit écrit en plusieurs langues. Il contient le résumé de mes études sur la mer. Et, s'il plaît à Dieu, il ne périrait pas avec moi. Ce manuscrit, signé de mon nom, complété par l'histoire de ma vie, sera renfermé dans un petit appareil insubmersible. » Capitaine, je ne puis qu'approuver la pensée qui vous fait agir. Il ne faut pas que le fruit de vos études soit perdu. Mais le moyen que vous employez me paraît primitif. Qui sait où les vents pousseront cet appareil? En quelles mains il tombera? Ne sauriez-vous trouver mieux? Vous ou l'un des vôtres ne peut-il... Jamais, monsieur. Mais moi, mes compagnons, nous sommes prêts à garder ce manuscrit en réserve. Et si vous nous rendez la liberté? La liberté? Oui, monsieur, et c'est à ce sujet que je voulais vous interroger. Depuis 7 mois, nous sommes à votre bord, et je vous demande aujourd'hui, au nom de mes compagnons comme au mien, si votre intention est de nous y garder toujours. Monsieur Aronnax, je vous répondrai aujourd'hui ce que je vous ai répondu il y a 7 mois. Qui entre dans le Nautilus ne doit plus le quitter. C'est l'esclavage même que vous nous imposez. Donnez-lui le nom qu'il vous plaira. Mais partout, l'esclave garde le droit de recouvrer sa liberté. Quels que soient les moyens qui s'offrent à lui, il peut les croire bons. Ce droit, qui vous le dénie? Ai-je jamais pensé à vous enchaîner par un serment? Le capitaine me regardait en se croisant les bras. Monsieur, ce n'est pas seulement de ma personne qu'il s'agit. Comme vous, je suis homme à vivre ignoré, obscur, dans le fragile espoir de léguer un jour à l'avenir le résultat de mes travaux. Tout homme, par cela seul qu'il est homme, vaut qu'on songe à lui. Vous avez-vous demandé ce que l'amour de la liberté, la haine de l'esclavage, pouvait faire naître de projets de vengeance dans une nature comme celle du Canadien? Ce qu'il pouvait penser, tenter, essayer? Je m'étais tu. Le capitaine Nemo se leva. Que Ned Land pense, tente, essaie tout ce qu'il voudra, que m'importe. Ce n'est pas moi qu'il a été chercher. Ce n'est pas pour mon plaisir que je le garde à mon bord. Quant à vous, monsieur Aronnax, vous êtes ceux qui peuvent tout comprendre, même le silence. Je n'ai rien de plus à vous répondre. Que cette première fois où vous venez de traiter ce sujet soit aussi la dernière, car une seconde fois, je ne pourrai même pas vous écouter. Je me retirai. À compter de ce jour, notre situation fut très tendue.
Je rapportai ma conversation à mes deux compagnons. Nous savons maintenant qu'il n'y a rien à attendre de cet homme. Le Nautilus se rapproche de Long Island. Nous fuirons, quel que soit le temps. La tempête éclata dans la journée du 18 mai, précisément lorsque le Nautilus flottait à la hauteur de Long Island, à quelques milles des passes de New York. Je puis décrire cette lutte des éléments car, au lieu de la fuir dans les profondeurs de la mer, le capitaine Nemo, par un inexplicable caprice, voulut la braver à sa surface. Le vent soufflait du sud-ouest, d'abord en grand frais, c'est-à-dire avec une vitesse de 15 mètres à la seconde, qui fut portée à 25 mètres vers 3 heures du soir. C'est le chiffre des tempêtes. Le capitaine Nemo, inébranlable sous les rafales, avait pris place sur la plateforme. Il s'était amarré à mi-corps pour résister aux vagues monstrueuses qui déferlaient. Je m'y étais hissé et attaché aussi, partageant mon admiration entre cette tempête et cet homme incomparable qui lui tenait tête. L'intensité de la tempête s'accrut avec la nuit. À la chute du jour, je vis passer à l'horizon un grand navire qui luttait péniblement. Ce devait être un des steamers des lignes de New York à Liverpool ou au Havre. Il disparut bientôt dans l'ombre. À 10 heures du soir, le ciel était en feu. L'atmosphère fut zébrée d'éclairs violents. Le vent sautait à tous les points de l'horizon. Et le cyclone, partant de l'est, y revenait en passant par le nord, l'ouest et le sud, en sens inverse des tempêtes tournantes de l'hémisphère austral. À la pluie avait succédé une averse de feu. Les gouttelettes d'eau se changeaient en aigrettes fulminantes. On eût dit que le capitaine Nemo, voulant une mort digne de lui, cherchait à se faire foudroyer. Dans un effroyable mouvement de tangage, le Nautilus dressa en l'air son éperon d'acier comme la tige d'un paratonnerre et j'en vis jaillir de longues étincelles. Brisé, À bout de force, je me coulai à plat ventre vers le panneau. Je l'ouvris et je redescendis au salon. L'orage atteignait alors son maximum d'intensité. Il était impossible de se tenir debout à l'intérieur du Nautilus. Le capitaine Nemo rentra vers minuit. J'entendis les réservoirs se remplir peu à peu et le Nautilus s'enfonça doucement au-dessous de la surface des flots. Par les vitres ouvertes du salon, je vis de grands poissons effarés qui passaient comme des fantômes dans les eaux en feu. Quelques-uns furent foudroyés sous mes yeux. Le Nautilus descendait toujours. Je pensais qu'il retrouverait le calme à une profondeur de 15 mètres. Non, les couches supérieures étaient trop violemment agitées. Il fallut aller chercher le repos jusqu'à 50 mètres dans les entrailles de la mer. Mais là, quelle tranquillité, quel silence, quel milieu paisible. Qui eût dit qu'un ouragan terrible se déchaînait alors à la surface de cet océan ? Chapitre 20, par 47 degrés 24 de latitude et 17,28 de longitude. À la suite de cette tempête, nous avions été rejetés dans l'Est. Tout espoir de s'évader sur les atterrages de New York ou du Saint-Laurent s'évanouissait. Le pauvre Ned, désespéré, s'isola comme le capitaine Nemo. Conseil et moi, nous ne nous quittions plus. Le 15 mai, nous étions sur l'extrémité méridionale du banc de Terre-Neuve. Le 28 mai, le Nautilus n'était plus qu'à 150 km de l'Irlande. Le capitaine Nemo allait-il remonter pour atterrir sur les îles britanniques ? Non. À ma grande surprise, il redescendit au sud et revint vers les mers européennes. Une importante question se posait alors à mon esprit. Le Nautilus oserait-il s'engager dans la Manche ? Ned Land, qui avait reparu depuis que nous rallions la Terre, ne cessait de m'interroger. cependant le Nautilus s'abaissait toujours vers le sud. Le 30 mai, il passait en vue du Land's End, entre la pointe extrême de l'Angleterre et les Sorlingues, qu'il laissa sur tribord. S'il voulait entrer en Manche, il lui fallait prendre franchement à l'est. Il ne le fit pas. Pendant toute la journée du 31 mai,
Le Nautilus décrivit sur la mer une série de cercles qui m'intriguèrent vivement. Il semblait chercher un endroit qu'il avait quelque peine à trouver. À midi, le capitaine Nemo vint faire son point lui-même. Il ne m'adressa pas la parole. Il me parut plus sombre que jamais. Qui pouvait l'attrister ainsi? Longtemps, cette pensée occupa mon esprit et j'eus comme un pressentiment que le hasard trahirait avant peu les secrets du capitaine. Le lendemain, le Nautilus conserva les mêmes allures. Il était évident qu'il cherchait à reconnaître un point précis de l'océan. Le capitaine Nemo, quelques minutes avant que le soleil passât au méridien, prit son sextant et observa avec une précision extrême. J'étais en ce moment sur la plateforme. Lorsque son relèvement fut terminé, le capitaine prononça ces seuls mots. « C'est ici. » Il redescendit par le panneau. Avait-il vu le bâtiment qui modifiait sa marche et semblait se rapprocher de nous? Je ne saurais le dire. Je revins au salon. Le Nautilus commença de s'enfoncer, suivant une ligne verticale, car son hélice entravée ne lui communiquait plus aucun mouvement. Quelques minutes plus tard, il s'arrêta à une profondeur de 833 mètres et reposait sur le sol. Le plafond lumineux du salon s'éteignit alors, les panneaux s'ouvrirent, et à travers les vitres, j'aperçus la mer vivement illuminée par les rayons du fanal dans un rayon d'un demi-mille. Je regardai à bâbord et je ne vis rien que l'immensité des eaux tranquilles. Par tribord, sur le fond, je crus reconnaître les formes épaissies d'un navire, rasé de ses mâts, qui devait avoir coulé par l'avant. Ce sinistre datait certainement d'une époque reculée. Cette épave, pour être ainsi encroûtée dans le calcaire des eaux, comptait déjà bien des années passées sur ce fond de l'océan. Quel était ce navire? Pourquoi le Nautilus venait-il visiter sa tombe? N'était-ce donc pas un naufrage qui avait entraîné ce bâtiment sous les eaux? Je ne savais que penser quand, près de moi, j'entendis le capitaine Nemo dire d'une voix lente « Autrefois, ce navire se nommait le Marseillais. Il y a 74 ans, jour pour jour, à cette place même, ce navire, après un combat héroïque, dématé de ses 3 mâts, l'eau dans ses soutes, le tiers de son équipage hors de combat, aima mieux s'engloutir avec ses 356 marins que de se rendre, et clouant son pavillon à sa poupe, il disparut sous les flots au cri de « Vive la République !» Le Vengeur! Oui, monsieur, le Vengeur. Un beau nom. Chapitre 21. Une hécatombe. Cette façon de dire, l'imprévu de cette scène, cet historique du navire patriote froidement raconté d'abord, puis l'émotion avec laquelle l'étrange personnage avait prononcé ces dernières paroles, ce nom de « Vengeur », dont la signification ne pouvait m'échapper, tout se réunissait pour frapper profondément mon esprit. Mes regards ne quittaient plus le capitaine. Lui, les mains tendues vers la mer, considérait d'un œil ardent la glorieuse épave. Peut-être ne devais-je jamais savoir qui il était, d'où il venait, où il allait, mais je voyais de plus en plus l'homme se dégager du savant. Ce n'était pas une misanthropie commune qui avait enfermé dans les flancs du Nautilus le capitaine Nemo et ses compagnons, mais une haine monstrueuse ou sublime que le temps ne pouvait affaiblir. Cette haine cherchait-elle encore des vengeances? L'avenir devait bientôt me l'apprendre. Cependant, le Nautilus remontait lentement vers la surface de la mer et je vis disparaître peu à peu les formes confuses du Vengeur. Bientôt, un léger roulis m'indiqua que nous flottions à l'air libre. En ce moment, une sourde détonation se fit entendre. Je regardai le capitaine. Le capitaine ne bougea pas. « Capitaine ?» Il ne répondit pas. Je le quittai et montai sur la plateforme. Conseil et le Canadien m'y avaient précédé. D'où vient cette détonation? Un coup de canon. Je regardai dans la direction du navire que j'avais aperçu. Il s'était rapproché du Nautilus
et l'on voyait qu'il forçait de vapeur. 6 milles le séparaient de nous. Une vapeur blanche jaillit à l'avant du vaisseau de guerre. Puis, quelques secondes plus tard, les eaux troublées par la chute d'un corps pesant éclaboussèrent l'arrière du Nautilus. Peu après, une détonation frappait mon oreille. Comment? Ils tirent sur nous? Braves gens! Ils ne nous prennent donc pas pour des naufragés accrochés à une épave? N'en déplaise à monsieur, ils ont reconnu le narval. Et ils canonnent le narval. Mais ils doivent bien voir qu'ils ont affaire à des hommes. C'est peut-être pour cela. Toute une révélation se fit dans mon esprit. Sans doute, on savait à quoi s'en tenir maintenant sur l'existence du prétendu monstre. Sans doute, dans son abordage avec l'Abraham Lincoln, lorsque le Canadien le frappa de son harpon, le commandant Farragut avait reconnu que le narval était un bateau sous-marin, plus dangereux qu'un cétacé surnaturel. Oui, cela devait être ainsi. Et sur toutes les mers, sans doute, on poursuivait maintenant ce terrible engin de destruction. Tout ce passé formidable apparut à mes yeux. Au lieu de rencontrer des amis sur ce navire qui s'approchait, nous n'y pouvions trouver que des ennemis sans pitié. Cependant, les boulets se multipliaient autour de nous. Quelques-uns, rencontrant la surface liquide, s'en allaient par ricochet se perdre à des distances considérables. Mais aucun n'atteignit le Nautilus. Le capitaine Nemo, terrible à entendre, était plus terrible encore à voir. Sa face avait pâli sous les spasmes de son cœur, qui avait dû cesser de battre un instant. Ses pupilles s'étaient contractées effroyablement. Sa voix ne parlait plus, elle rugissait. Ah, tu sais qui je suis, navire d'une nation maudite. Moi, je n'ai pas eu besoin de tes couleurs pour te reconnaître. Regarde, je vais te montrer les miennes. Et le capitaine Nemo déploya à l'avant de la plateforme un pavillon noir, semblable à celui qu'il avait déjà planté au pôle sud. Frappe, navire insensé, prodigue tes inutiles boulets. Tu n'échapperas pas à l'éperon du Nautilus. Mais ce n'est pas à cette place que tu dois périr. Je ne veux pas que tes ruines aillent se confondre avec les ruines du Vengeur. Je voulus intervenir une dernière fois, mais j'avais à peine interpellé le capitaine Nemo que celui-ci m'imposait silence. Je suis le droit, je suis la justice, je suis l'opprimé et voilà l'oppresseur. C'est par lui que tout ce que j'ai aimé, chéri, vénéré, patrie, femme, enfant, mon père, ma mère, j'ai vu tout périr. Tout ce que je hais est là. Taisez-vous! Je portai un dernier regard sur le vaisseau de guerre qui forçait de vapeur. Puis je rejoignis Ned et Conseil. Nous fuirons. Bien. Quel est ce navire? Je l'ignore, mais quel qu'il soit, il sera coulé avant la nuit. En tout cas, mieux vaut périr avec lui que de se faire les complices de représailles dont on ne peut pas mesurer l'équité. C'est mon avis. Attendons la nuit. La nuit arriva. Un profond silence régnait à bord. La boussole indiquait que le Nautilus n'avait pas modifié ses directions. J'entendais le battement de son hélice qui frappait les flots avec une rapide régularité. Il se tenait à la surface des eaux et un léger roulis le portait tantôt sur un bord, tantôt sur un autre. Une partie de la nuit se passa sans incident. Nous guettions l'occasion d'agir. Nous parlions peu, étant trop émus. À 3 heures du matin, inquiet, je montai sur la plateforme. Le capitaine Nemo ne l'avait pas quitté. Il était debout, à l'avant, près de son pavillon, qu'une légère brise déployait au-dessus de sa tête. Il ne quittait pas le vaisseau des yeux. Son regard, d'une extraordinaire intensité, semblait l'attirer, le fasciner, l'entraîner plus sûrement que s'il lui eût donné la remorque. Le vaisseau se tenait à 2 milles de nous. Il s'était rapproché, marchant toujours vers cet éclat phosphorescent qui signalait la présence du Nautilus. Le vaisseau nous restait à 1,5 milles et, avec les premières lueurs du jour, sa canonnade recommença. Le moment ne pouvait être éloigné où le Nautilus, attaquant son adversaire, mes compagnons et moi, nous quitterions pour jamais cet homme que je n'osais juger. Ce terrible jour du 2 juin se levait. À 5 heures, le loch m'apprit que la vitesse du Nautilus se modérait. Je compris qu'il se laissait approcher. D'ailleurs,
Les détonations se faisaient plus violemment entendre. Les boulets labouraient l'eau ambiante et sévissaient avec un sifflement singulier. Mes amis, le moment est venu. Une poignée de main et que Dieu nous garde. Un sifflement bien connu m'apprenait que l'eau pénétrait dans les réservoirs du bord. En effet, en peu d'instants, le Nautilus s'immergea à quelques mètres au-dessous de la surface des flots. Je compris sa manœuvre. Il était trop tard pour agir. Une stupeur profonde s'était emparée de mon esprit. Le mouvement de la pensée s'arrêtait en moi. Je me trouvais dans cet état pénible qui précède l'attente d'une détonation épouvantable. J'attendais, j'écoutais. Je ne vivais que par le sens de l'ouïe. Cependant, la vitesse du Nautilus s'accrut sensiblement. C'était son élan qu'il prenait ainsi. Toute sa coque frémissait. Soudain, je poussai un cri. Un choc eut lieu, mais relativement léger. Je sentis la force pénétrante de l'éperon d'acier. J'entendis des éraillements, des raclements. Mais le Nautilus, emporté par sa puissance de propulsion, passait au travers de la masse du vaisseau comme l'aiguille du voilier à travers la toile. Je ne pus y tenir. Fou et perdu, je m'élançai hors de ma chambre et me précipitai dans le salon. Le capitaine Nemo était là, muet, sombre, implacable. Il regardait par le panneau de bâbord. Une masse énorme sombrait sous les eaux, et pour ne rien perdre de son agonie, le Nautilus descendait dans l'abîme avec elle. À 10 mètres de moi, je vis cette coque entr'ouverte, où l'eau s'enfonçait avec un bruit de tonnerre, puis la double ligne des canons et les bastingages. Le pont était couvert d'ombres noires qui s'agitaient. L'eau montait. Les malheureux s'élançaient dans les haubans, s'accrochaient au mât, se tordaient sous les eaux. C'était une fourmilière humaine surprise par l'envahissement d'une mer. Paralysée, raidie par l'angoisse, les cheveux hérissés, l'œil démesurément ouvert, la respiration incomplète, sans souffle, sans voix, je regardais, moi aussi. Une irrésistible attraction me collait à la vitre. L'énorme vaisseau s'enfonçait lentement, le Nautilus le suivant épiait tous ses mouvements. Tout à coup, une explosion se produisit. L'air comprimé fit voler les ponts du bâtiment comme si le feu eût pris aux soutes. La poussée des eaux fut telle que le Nautilus dévia. Alors, le malheureux navire s'enfonça plus rapidement. Ces hunes, chargées de victimes, apparurent. Ensuite des barres, pliant sous des grappes d'hommes. Enfin le sommet de son grand mât, puis la masse sombre disparut, et avec elle cet équipage de cadavres entraînés par un formidable remous. Je me retournai vers le capitaine Nemo. Ce terrible justicier, véritable archange de la haine, regardait toujours. Quand tout fut fini, le capitaine Nemo, se dirigeant vers la porte de sa chambre, l'ouvrit et entra. Je le suivis des yeux. Sur le panneau du fond, au-dessous des portraits de ses héros, je vis le portrait d'une femme jeune encore et de 2 petits-enfants. Le capitaine Nemo les regarda pendant quelques instants, leur tendit les bras et, s'agenouillant, il fondit en sanglots. Chapitre 22. Les dernières paroles du capitaine Nemo. J'étais rentré dans ma chambre où Ned et Conseil se tenaient silencieusement. J'éprouvais une insurmontable horreur pour le capitaine Nemo. Quoi qu'il eût souffert de la part des hommes, il n'avait pas le droit de punir ainsi. Il m'avait fait, sinon le complice, du moins le témoin de ses vengeances. C'était déjà trop. À 11 heures, la clarté électrique réapparut. Je passais dans le salon. Il était désert. Le Nautilus fuyait dans le nord, tantôt à la surface de la mer, tantôt à 30 pieds au-dessous. Le soir, nous avions franchi 200 lieues de l'Atlantique. L'ombre se fit, et la mer fut envahie par les ténèbres jusqu'au lever de la lune. Je regagnai ma chambre. Je ne pus dormir. J'étais assailli de cauchemars.
L'horrible scène de destruction se répétait dans mon esprit. Je dirais aussi que le Canadien, à bout de force et de patience, ne paraissait plus. Conseil ne pouvait en tirer un seul mot et craignait que, dans un accès de délire et sous l'empire d'une nostalgie effrayante, il ne se tuât. Il le surveillait donc avec un dévouement de tous les instants. On comprend que dans ces conditions, la situation n'était plus tenable. Un matin, à quelle date, je ne saurais le dire, je m'étais assoupi vers les premières heures du jour, assoupissement pénible et maladif. Quand je m'éveillai, je vis Ned Land se pencher sur moi et je l'entendis me dire à voix basse « Nous allons fuir. » Je me redressai. Quand fuyons-nous ? La nuit prochaine, toute surveillance semble avoir disparu du Nautilus. On dirait que la stupeur règne à bord. Vous serez prêt, monsieur ? Oui, où sommes-nous ? En vue de terre que je viens de relever ce matin au milieu des brumes, à 20 milles dans l'est. Quelles sont ces terres ? Je l'ignore, mais quelles qu'elles soient, nous nous y réfugierons. Oui, Ned, oui, nous fuirons cette nuit, dût la mer nous engloutir. La mer est mauvaise, le vent violent, mais 20 milles à faire dans cette légère embarcation du Nautilus ne m'effraie pas. J'ai pu y transporter quelques vivres et quelques bouteilles d'eau à l'insu de l'équipage. Je vous suivrai. D'ailleurs, si je suis surpris, je me défends, je me fais tuer. Nous mourrons ensemble, ami Ned. J'étais décidé à tout. Le Canadien me quitta, je gagnai la plateforme sur laquelle je pouvais à peine me maintenir contre le choc des lames. Le ciel était menaçant, mais puisque la terre était là, dans ces brumes épaisses, il fallait fuir. Nous ne devions perdre ni un jour, ni une heure. Je revins au salon, craignante et désirant tout à la fois de rencontrer le capitaine Nemo, voulant et ne voulant plus le voir. Combien fut longue cette journée, la dernière que je dusse passer à bord du Nautilus. Je restai seul. Ned Land et Conseil évitaient de me parler par crainte de se trahir. À 6 heures, je dînai, mais je n'avais pas faim. Je me forçai à manger malgré mes répugnances, ne voulant pas m'affaiblir. À 6h30, Ned Land entra dans ma chambre. Il me dit « Nous ne nous reverrons pas avant notre départ. À 10 heures, la lune ne sera pas encore levée. Nous profiterons de l'obscurité. Venez au canot. Conseil et moi, nous vous y attendrons. » Puis le Canadien sortit, sans m'avoir donné le temps de lui répondre. Je revêtis de solides vêtements de mer. Je rassemblai mes notes et les serrai précieusement sur moi. Mon cœur battait avec force. Je ne pouvais en comprimer les pulsations. Certainement, mon trouble, mon agitation m'eussent trahi aux yeux du capitaine Nemo. Il était alors 9h30. Je tenais ma tête à 2 mains pour l'empêcher d'éclater. Je fermais les yeux, je ne voulais plus penser. Une demi-heure d'attente encore. Une demi-heure d'un cauchemar qui pouvait me rendre fou. Je m'avançai en rampant, j'arrivai à la porte angulaire du salon. Je l'ouvris doucement. Le salon était plongé dans une obscurité profonde. Les accords de l'orgue résonnaient faiblement. Le capitaine Nemo était là. Il ne me voyait pas. Je crois même qu'en pleine lumière, il ne m'eût pas aperçu, tant son extase l'absorbait tout entier. J'allais l'ouvrir, quand un soupir du capitaine Nemo me cloua sur place. Il vint vers moi, les bras croisés, silencieux, glissant plutôt que marchant, comme un spectre. Sa poitrine oppressée se gonflait de sanglots, et je l'entendis murmurer ces paroles, les dernières qui aient frappé mon oreille. « Dieu Tout-Puissant, assez, assez !» Éperdu, je me précipitai dans la bibliothèque. Je montai l'escalier central, et suivant la coursive supérieure, j'arrivai au canot. J'y pénétrai par l'ouverture qui avait déjà livré passage à mes 2 compagnons. « Partons, partons !» À l'instant. L'orifice, évidé dans la tôle du Nautilus, fut préalablement fermé et boulonné au moyen d'une clé anglaise dont Ned Land s'était muni. L'ouverture du canot se ferma également et le Canadien commença à dévisser les écrous qui nous retenaient encore au bateau sous-marin. Maelstrom, Maelstrom. Quelle situation nous étions ballottés, affreusement. Un craquement se produisait, les écrous manquaient,
et le canot, arraché de son alvéole, était lancé comme la pierre d'une fronde au milieu du tourbillon. Ma tête porta sur une membrure de fer et, sous ce choc violent, je perdis connaissance. Chapitre 23. Conclusion. Voici la conclusion de ce voyage sous les mers. Ce qui se passa pendant cette nuit, comment le canot échappa au formidable remous du maelstrom, comment Ned Land, Conseil et moi nous sortîmes du gouffre, je ne saurais le dire. Mais quand je revins à moi, j'étais couché dans la cabane d'un pêcheur des îles Lofoden. Mes 2 compagnons, sains et saufs, étaient près de moi et me pressaient les mains. Nous nous embrassâmes avec effusion. Qu'est devenu le Nautilus? A-t-il résisté aux étreintes du maelstrom? Le capitaine Nemo vit-il encore? Poursuit-il sous l'océan ses effrayantes représailles? Ou s'est-il arrêté devant cette dernière hécatombe? Les flots apporteront-ils un jour ce manuscrit qui renferme toute l'histoire de sa vie? Saurai-je enfin le nom de cet homme? Le vaisseau disparu nous dira-t-il, par sa nationalité, la nationalité du capitaine Nemo? Je l'espère. J'espère également que son puissant appareil a vaincu la mer dans son gouffre le plus terrible et que le Nautilus a survécu là où tant de navires ont péri. S'il en est ainsi, si le capitaine Nemo habite toujours cet océan, sa patrie d'adoption, puisse la haine s'apaiser dans ce cœur farouche. Que la contemplation de tant de merveilles éteigne en lui l'esprit de vengeance. Que le justicier s'efface, que le savant continue la paisible exploration des mers. Si sa destinée est étrange, elle est sublime aussi. Ne l'ai-je pas compris par moi-même? N'ai-je pas vécu 10 mois de cette existence extra-naturelle? Aussi, à cette demande posée, il y a 6000 ans par l'Ecclésiaste, Qui a jamais pu sonder les profondeurs de l'abîme? 2 hommes entre tous les hommes ont le droit de répondre maintenant. Le capitaine Nemo et moi.